Voilà, l'idée générale sera de montrer la montée en puissance des activités de réemploi et de réutilisation et surtout d'évoquer voilà, l'ensemble des freins et des leviers, les défis qui se posent à nous justement pour participer au déploiement de ces activités-là en France. Donc je suis aujourd'hui accompagnée de 5 intervenants que je vais laisser se présenter successivement. Je vous laisse peut-être prendre les micros et peut-être qu'on peut partir voilà, de la gauche. Je vais prendre un- Merci. Bonjour à tous, Julie Leclerc, je suis responsable développement sur l'entreprise Envie en Lorraine. Bonjour à tous, Colline Blaison, je suis présidente de Cycle Up, donc spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction, et coprésidente du SPREC, qui est le syndicat professionnel des acteurs du réemploi dans la construction. Bon, j'ai moins de casquettes. Nicolas Vrécourt, cofondateur et directeur général de la société Renvo, qui est une plateforme qui favorise le réemploi d'éoliennes industrielles. Bonjour tout le monde, moi c'est Antonin Merihau, président et cofondateur de Carton Vert, spécialisé dans le réemploi de carton dans tout le pays. Bonjour, Éric Bézine de l'ADEME, je suis directeur adjoint de la direction de la supervision des filières REP, mais on porte aussi la coordination de l'Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, et c'est l'objet de ma présence ici. Merci beaucoup. Je vais juste commencer rapidement en introduisant, en disant qu'effectivement, aujourd'hui, on observe une réelle accélération des activités du réemploi et la réutilisation qui s'inscrit globalement dans une tendance de transition vers l'économie circulaire, l'idée étant de réduire nos ressources, améliorer la gestion, le cycle de vie de nos biens et de nos équipements et surtout allonger la durée de vie de nos produits. Alors cette accélération, elle est encadrée, en tout cas elle est favorisée par un cadre légal et réglementaire favorable. On a d'abord donc la loi AGEC qui fixe des objectifs nationaux sur le réemploi. Donc, on a par exemple l'objectif d'atteindre 10% d'emballages réemployés à horizon 2027. On a également les filières REP, donc c'est la responsabilité élargie du producteur qui encadre la gestion du cycle de vie de nos produits et nos déchets, qui fixe différents objectifs par typologie de produits et de déchets. Je vais citer quelques exemples très rapidement. On a par exemple la REP PMCB qui s'occupe des déchets matériaux de la construction et du bâtiment, qui fixe l'objectif d'atteindre 4% de réemploi des PMCB, donc des déchets de la construction, de réemploi à horizon 2027. On a également, pour citer une autre REP, la REP D3E, donc c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc votre électroménager, votre téléphone portable, votre ordinateur, qui doit répondre à un objectif de 2% de EE réemployés par an. On a également donc, des nouvelles filières REP qui se développent et qui répondent elles aussi à des forts objectifs de réemploi. C'est le cas des articles de bricolage et de jardin, articles de sport et loisirs, jeux et jouets et j'en passe. Et cette même loi AGEC impose à certaines filières REP la mise en place d'un fonds qui est dédié au financement d'activités de réemploi et de réutilisation. Donc c'est le cas de la REP textile, la REP D3E, je l'ai cité, les nouvelles REP, ABJ, ASL, etc. Alors je vais commencer donc, directement donc, par vous donner tous un peu la parole. À commencer par vous, Monsieur Vézine, pour l'ADEME. L'ADEME ayant un rôle d'observatoire et d'accompagnement du réemploi, est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui les grandes tendances actuelles qu'on observe justement sur ces activités-là? Merci. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir vous donner quelques chiffres. Ce que je voulais préciser, c'est qu'on est en train de réactualiser un panorama du réemploi et de la réutilisation. Le dernier datait de 2017 et on est en train de réactualiser ce panorama qui permettra d'avoir des chiffres beaucoup plus précis, à la fois en termes de flux, de nombre de structures, de chiffre d'affaires et d'emplois liés au réemploi et à la réutilisation. Ceci dit, aujourd'hui, on peut vous donner quelques chiffres via deux travaux qui ont été menés. Le premier par lequel je vais démarrer, c'est l'étude IFOP Verton avec qui on a un partenariat depuis 2 ans. Et le deuxième, ça sera via l'Observatoire du réemploi. Il y a les premiers chiffres qu'on commence à compiler. Peut-être juste avant de démarrer, on a parlé de la loi AGEC. Peut-être rappeler que le sujet du réemploi n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet historique et qui était porté historiquement par les acteurs
de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a vraiment une transformation en termes de porteurs de ce sujet du remploi, parce qu'aujourd'hui, il est dominé par les plateformes en ligne. On estime aujourd'hui que c'est à peu près 2/3 du remploi qui se fait via les plateformes en ligne, donc entre particuliers, et 1/3 qui se fait via le secteur marchand et les acteurs de l'ESS. Donc on voit bien qu'il y a eu une transformation par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. Si je commence par le premier, les données qu'on a via le partenariat IF Overton, c'est des travaux que vous retrouvez à la fois sur le site d'IF Overton, puisque c'est une enquête qui s'est terminée, et vous retrouverez aussi des éléments d'ici quelques semaines sur l'observatoire du réemploi. Alors, ce qu'on observe, c'est que le marché du réemploi reste sur une tendance qui est positive. C'est un marché qui tend à se stabiliser, contrairement aux ventes de produits neufs qui, sur certains segments, est en déclin. Et c'est un sujet, le fait de faire l'acte de réemploi, soit pour acheter, soit pour vendre. On voit qu'il y a 74% des Français qui ont réalisé au moins un achat ou une vente de seconde main au cours des 12 derniers mois. Donc on est à peu près stable par rapport à 2023. Au niveau de l'achat d'occasion, donc on voit que la dépense moyenne annuelle est environ de 285 €. C'était 280 en 2023, donc on voit là aussi une certaine stabilité. L'acte d'achat, on était à peu près à 9 actes d'achat par an, c'était 9,2 en 2023, donc on voit vraiment une stabilisation de ce marché. On a après bien sûr questionné sur les raisons qui font que les Français font cet acte d'acheter des produits de seconde main. Le premier, c'est pour dénicher des bonnes affaires. Voilà, le sujet économique reste important, et c'est peut-être pour ça aussi, c'est lié au pouvoir d'achat certainement aussi, le fait que ce marché se stabilise et reste plutôt à la hausse. Ensuite, pas besoin de produits neufs, la seconde main fait l'affaire, donc ça c'est plutôt intéressant, se dire finalement le réflexe n'est peut-être pas systématiquement le neuf, mais que parfois la seconde main suffit largement par rapport à ce qu'on va en faire. Pour des raisons écologiques, donc là c'est quand même un peu moins bien, parce que là on tend à diminuer ce pourcentage, puisqu'on perd 6 points par rapport à l'année précédente, pour négocier le prix. Et ensuite, des produits d'occasion sont aussi de bonne qualité que les produits neufs. Là, ça augmente de 4 points. Et là, c'est un point aussi important sur lequel on reviendra plus tard, c'est-à-dire la qualité des produits d'occasion, qui est forcément un sujet important. Si vous vendez des produits de mauvaise qualité, bien sûr que ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc on disait un marché qui tend à se stabiliser. Les plateformes donc, restent l'acteur principal. On est quand même sur un secteur marchand qui tend aussi à s'organiser, puisque beaucoup d'acteurs marchands ont maintenant une offre de seconde main et une offre bien sûr de produits neufs. Donc c'est un segment qui tend à s'hybrider au niveau des acteurs marchands, avec les deux offres neufs et occasion, et puis aussi de la vente en ligne. Maintenant, deuxième source d'information, donc là c'est les chiffres de 2023, on est en train d'actualiser ceux de 2024. Donc les données de l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Pour l'instant, la principale source d'information, je vous l'ai dit, on a un panorama qui est en cours pour aller chercher des données beaucoup plus exhaustives. Pour l'instant, l'Observatoire a démarré avec les données que les éco-organismes remontent à l'Observatoire tous les ans, et remontent dans le cadre de leur obligation de déclarer des données chaque année dans le cadre de la supervision des filières REP que l'on mène à l'ADEME. En 2023, on avait 8 filières REP qui étaient concernées par des objectifs de réemploi et réutilisation, 6 sur des produits, 2 sur le sujet des emballages. Je précise, quand on parle réemploi produit et réemploi emballage. On a bien les deux sujets quand on parle de réemploi. On était sur 26 millions d'euros de soutien financier des éco-organismes, 90 000 tonnes
de produits réemployés. Encore une fois, ça c'est ce qui a été déclaré par les éco-organismes, c'est-à-dire avec des opérateurs ou des partenaires avec qui ils sont en contrat. Et ça concernait 1234 structures de l'ESS soutenues. Comme disait Agathe, les fonds réemploi sont adressés aujourd'hui aux acteurs de l'ESS. Et donc ces fonds ont permis de soutenir environ 1200 structures. Les premiers chiffres 2024 que l'on est en train de consolider, donc on porte sur plus de filières, puisqu'il y a des nouvelles filières qui ont été agréées avec des objectifs. On serait plutôt sur 38 millions aujourd'hui d'euros de financement et à peu près 100 000 tonnes de produits réemployés, mais tout ça est en train d'être consolidé actuellement par l'Observatoire et on sortira les chiffres d'ici fin d'année. Donc globalement, on constate que les tendances sont soit stables, soit à la hausse, donc positives. Est-ce que l'ADEME identifie des freins et surtout des leviers pour justement un peu accélérer le réemploi et la réutilisation? Alors, tout à fait, c'est un sujet vraiment important d'essayer de bien comprendre quels sont les freins et quels sont les leviers. Pour votre information, les éco-organismes, dans le cadre de leurs agréments, ont des études obligatoires à mener justement et à mi-agrément pour identifier les freins et les leviers sur leur filière. Et donc là, on est en train de travailler un peu à la synthèse de ces freins et de ces leviers pour essayer de comprendre du coup ce qui bloque ou ce qu'il faut pouvoir accélérer. Les freins, bien sûr, ça ne surprendra personne, c'est l'accès au gisement. On le disait, il y a de plus en plus d'acteurs qui vont sur le sujet du réemploi. Donc il y a de la concurrence. Et donc ce qu'on appelle la crème, les produits les plus qualitatifs, sont bien sûr ceux qui s'arrachent en premier. Et donc après, il peut rester des produits d'un peu moins bonne qualité qui nécessitent en tout cas plus de manutention pour pouvoir les remettre en état. Donc c'est l'accès au gisement qui est un des principaux freins. Ensuite, il y a des freins économiques. Donc il y a le coût et la viabilité des modèles économiques. Aujourd'hui, on est quand même sur des modèles qui sont encore incertains. C'est pour ça qu'on a beaucoup de structures qui se créent. On en a aussi pas mal qui ferment parce qu'aujourd'hui, le modèle économique, pour l'instant, il n'est encore pas au rendez-vous par rapport à ce marché de la seconde main. Pas toujours au rendez-vous. L'impact du marché du neuf, on y reviendra aussi tout à l'heure quand on parlera d'éco-conception. Bien sûr, un produit de seconde main est un produit qui a été neuf à un moment donné. Et plus les produits neufs sont de moins bonne qualité, plus vous avez bien sûr de risque d'avoir des produits de seconde main qui seront de moins bonne qualité. Et donc d'avoir une publicité plutôt négative pour ce marché de la seconde main. Ensuite, il y a des sujets d'accès au foncier, au financement. Je pense notamment aux acteurs de l'ESS. Parfois, le fait d'accéder à du foncier, c'est pas toujours évident suivant là où on se trouve. Et puis bien sûr, le sujet des financements. Et là, les filières REP et les éco-organismes ont tout leur rôle à jouer dans le financement. Des freins techniques, donc la conception des produits. C'est tout bête, mais l'accès à des notices d'utilisation, quand vous faites de la seconde main, vous n'avez pas toujours accès à la notice d'utilisation, le sujet des pièces détachées, bien sûr, et la logistique. On y reviendra aussi certainement, mais le sujet très important quand on parle de réemploi, c'est la collecte préservante. Si vous jetez tout ça dans une benne, vous avez de fortes chances de tout casser et donc de ne pas pouvoir employer. Donc la collecte préservante est un sujet. Tout ce qui est reverse logistique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de pouvoir, quand vous livrez des produits, de pouvoir repartir aussi avec des produits usagés. Voilà, donc ça c'est un peu technique, mais il y a des sujets aussi de logistique. Et puis il y a des freins psychologiques des consommateurs. Donc il peut y avoir des questions d'hygiène, des questions de garantie sur les produits, des questions d'offres limitées. On ne trouve pas toujours le produit qu'on souhaite en seconde main. Donc voilà quelques freins. Là encore, c'est des sujets qu'on est en train d'affiner. Des leviers, bien sûr, heureusement, il y en a. Le premier, c'est l'éco-conception. C'est vraiment la base de tout. Que vous parliez de réparabilité ou de réemployabilité, même de recyclabilité, bien sûr que le sujet de l'éco-conception est important. Le tri et la collecte préservante. Il faut savoir mieux trier et mieux préserver les produits. La coopération territoriale, on voit qu'il y a on l'a dit, il y a de la concurrence sur le sujet. Mais à un moment donné, si on veut être ambitieux et faire vraiment massifier le réemploi,
il y a de la place pour tout le monde et tout ça se place dans les territoires. Donc il faut que les différents acteurs arrivent à travailler ensemble et mutualisent leurs efforts pour travailler sur ce sujet. Améliorer la communication et l'expérience client. Voilà, il y a encore de la communication. Il faut faire savoir qu'il y a des offres de seconde main. L'intérêt de d'acheter de la seconde main et de pouvoir aussi faire du retour client, un retour positif sur ceux qui sont passés à l'acte et qui ont été satisfaits. Bien sûr, le sujet des financements, et là les éco-organismes via les filières REP ont toute leur place sur le sujet, mais pas que. L'ADEME aussi peut apporter des financements. Développer des garanties et des assurances, on l'a dit, c'est un des freins. Voilà, ça va pouvoir proposer des garanties et des assurances sur les produits de seconde main. Et puis le sujet de la formation qui est un sujet très important. Il faut pouvoir former des réparateurs. Bien souvent, quand on fait du remploi, derrière, il peut y avoir un acte de réparation des produits. Et donc, il faut des gens qui soient formés. Et là, on voit bien que c'est un peu comme le sujet du bâtiment à l'époque, quand on parlait de rénovation, qu'on parlait de massifier. Si personne ne sait faire de la rénovation, à un moment donné, on peut avoir une question de main-d'œuvre. Voilà, sur ce sujet-là, on est dans le même cas. Il faut travailler au sujet de la formation et faire la promotion de ces métiers si on veut à un moment donné massifier leur emploi, encore une fois, sur des produits de qualité. Je vous remercie. On va du coup creuser en fait l'ensemble de ces freins et leviers avec chacun d'entre vous, chacune de vos filières. Je vais commencer par vous, Madame Blaison, pour Cycle Up, donc dans le secteur du réemploi du bâtiment. Je le dis, la REM-PMCB fixe des objectifs assez forts sur le réemploi. Est-ce que d'abord vous pouvez décrire l'activité de Cycle Up ? Oui, tout à fait. Alors nous, ça fait 8 ans qu'on existe, on s'est créé en 2017. À l'époque, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le bâtiment, on ne parlait absolument pas de réemploi. On parlait de recyclage. Il y avait des démarches environnementales avec des objectifs de recyclage. Et en fait, on arrivait sur les chantiers, on constatait qu'il y avait des matériaux en bon état, que le bâtiment allait être rénové, voire déconstruit. Mais comme rien n'était anticipé, on n'avait pas le temps de déposer sélectivement, de trier, d'envoyer vers des filières de réemploi. Donc, à l'époque, on a décidé de créer une marketplace digitale qui permettait de mettre en lien les propriétaires qui avaient des biens et ceux qui recherchaient des matériaux. Donc nous, on est dédié aux professionnels du bâtiment. Et très récemment, en début d'année, on a décidé d'abandonner le modèle marketplace parce qu'on n'a pas réussi à trouver, nous, d'équilibre économique. C'est plutôt un modèle C2C et il y a des acteurs publics qui aujourd'hui se lancent dans le développement de ce type de plateforme, ce qui est très bien pour pouvoir permettre de mettre en visibilité les gisements. Donc en parallèle de cette marketplace, on a développé des prestations de conseil et d'études, donc avec une équipe d'architectes, d'ingénieurs, qui accompagnent les maîtres d'ouvrage privés, publics, mais aussi les entreprises de construction, mais aussi les architectes, dans la démarche de réemploi. Et ça commence par un diagnostic ressources, qui aujourd'hui est devenu le diagnostic PEMD, pour produits, équipements, matériaux, déchets. Donc c'est une évolution du diagnostic déchets. Et ça permet d'avoir une carte d'identité du bâtiment avec tous les matériaux qui le contiennent et derrière de pouvoir engager des dépôts sélectifs, du reconditionnement, de la remise en œuvre ou du don ou de la vente vers d'autres acteurs. Donc on a ces deux activités principales et en fait, au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y avait des délais entre les chantiers qui pouvaient être... on s'attend à ce qu'un chantier démarre et en fait, il y a un décalage. Donc, les matériaux qui devaient être disponibles ne sont plus disponibles. Les entrepreneurs, et c'est normal, cherchent des matériaux de qualité avec les mêmes garanties, les mêmes assurances que le neuf. Et pour ça, il faut que les matériaux soient vérifiés, reconditionnés. Et donc, on s'est lancé il y a 3 ans dans le reconditionnement de plusieurs matériaux. On fait les dalles de faux plancher techniques. Donc c'est des choses qui ne se voient pas, qui sont dans les bâtiments de bureaux. C'est très simple à accepter psychologiquement. Et plus compliqué, les sanitaires. Donc tout ce qui est céramique blanche. Donc WC suspendu, WC sur pied, vasque, colonne sur vasque. Et là, on a passé le levier du frein psychologique. Donc c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on est plutôt victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de commandes et que notre difficulté principale réside en l'accessibilité dans le gisement. Aujourd'hui, les flux sont pas automatiques, loin de là. Il y a des chantiers de dépose, ça part souvent dans les bennes, mis en déchets, c'est concassé, etc. Et donc, on fait de la sensibilisation auprès des entreprises de déconstruction, des maîtres d'ouvrage qui sont, eux,
qui dictent les consignes pour leurs entreprises, pour qu'ils puissent faire déposer sélectivement les matériaux et que nous, on puisse les récupérer en pied de chantier avant que le matériau arrive dans la benne. Et aujourd'hui, sur la prestation de reconditionnement, on a 3 offres. Soit simplement une entreprise de déconstruction veut nous céder et donc on lui rachète les sanitaires à reconditionner. Soit c'est de la prestation de reconditionnement et dans ce cas-là, un maître d'ouvrage qui rénove son bâtiment veut remettre en état l'ensemble de ses matériaux et s'assurer de leur bon état. On change les pièces qui sont en plastique ou les joints ou les chasses d'eau, etc., pour avoir du neuf et garantir le bon fonctionnement. Et donc, ils vont nous confier la mission de reconditionner purement les matériaux, mais ils restent propriétaires. Ou alors, sur les projets de rénovation, mais aussi de neuf, là, on va vendre des sanitaires reconditionnés. Et l'enjeu, c'est évidemment de le vendre à un prix qui soit équivalent au prix du neuf et de ne pas être trop cher. Donc, c'est aussi le modèle économique qui est à trouver. Après, l'avantage de ces matériaux-là, c'est que c'est des matériaux qui sont décarbonés. Donc, quand il y a une démarche environnementale qui est visée, c'est plus facile de l'atteindre avec des matériaux de réemploi. Voilà. Je veux bien... Et on a évidemment des critères d'accessibilité parce que nos clients attendent un niveau de qualité qui soit important. Donc on a des documents que j'ai pris avec moi si ça vous intéresse après la conférence qui expliquent ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas parce qu'évidemment on ne peut pas reconditionner des choses abîmées. Voilà, et on a une fiche produit, on a une garantie produit comme pour un matériau neuf. On est complètement rentré dans le moule du produit neuf et aujourd'hui on a des accords cadres avec tous les groupes de construction et de rénovation qui nous achètent et qui nous commandent des matériaux de réemploi en fonction des chantiers et des commandes évidemment de leur maître d'ouvrage. Donc voilà, il y a les attestations de réemploi, les préconisations de dépose et de conditionnement et un closier réemploi pour les archis et les maîtres d'ouvrage qui veulent faire du réemploi. Donc c'est des choses que vous pouvez nous demander. Aujourd'hui, donc là vous avez quelques images de notre site à Noisy-le-Sec. On a un site de 1000 m² à Noisy-le-Sec. On en ouvre un autre à Lille et à Lyon en partenariat avec des entreprises d'insertion. En 2024, on a reconditionné 3000 éléments sur la partie sanitaire. En 2025, on sera à 5000 à la fin de l'année et en 2026, on vise plus du double grâce à l'ouverture des nouveaux sites. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça permet d'économiser quand même 3000 tonnes de CO2 dans l'année, alors qu'à l'échelle de notre entreprise, on est 35 et l'année dernière, on a émis 200 tonnes. Donc en fait, il y a un rapport de 1 pour 15 qui est quand même assez intéressant dans le modèle. Et puis presque 1000 tonnes de déchets aussi économisés. Donc on a une action très concrète au quotidien là-dessus. Et pour finir sur les freins et les leviers, c'est la slide suivante. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on peut croire que dans le réemploi des matériaux de construction, les freins principaux sont les freins psychologiques, sont les assurances, sont la technique. Mais en fait, tout ça, ça se règle à partir du moment où on a des bureaux d'études spécialisés autour de la table, on a des assureurs, certains qui sont motivés, des bureaux de contrôle aussi qui sont motivés. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est plutôt la logistique, c'est plutôt les réflexes, les habitudes qu'il faut revoir. Et donc cet accès au gisement qui est hyper important parce qu'on a beau vendre, si on n'a pas l'accès au gisement, on ne va pas pouvoir reconditionner. Évidemment, il y a la dépose préservante qui prend plus de temps que la dépose pour mise en benne. Et donc là, il faut que les entreprises se forment, mais aussi soient financées pour y passer du temps. Donc ça peut passer par un maître d'ouvrage qui soit engagé sur le sujet ou encore les éco-organismes qui peuvent subventionner la dépose sélective. L'accès au foncier, parce que pour reconditionner, il faut avoir un foncier. Il faut acheter des machines, il faut payer des personnes et des opérateurs pour reconditionner. Et donc là-dessus, les éco-organismes qui sont apparus sur le réemploi, qui se sont déployés il y a 2-3 ans dans le bâtiment, commencent à développer des aides. Et c'est super parce qu'avant, il y a quelques acteurs du réemploi dans le bâtiment, notamment liés à l'ESS, qui se sont implantés
dans les 10 dernières années. Et à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'éco-organismes. Donc on voit que les éco-organismes quand même permettent ce développement du réemploi, même si ça ne va jamais aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc c'est très important pour nous, leur soutien. Et puis il y a le levier réglementaire aussi. Donc il y a le DIAC PEMD qui s'est mis en place, mais malheureusement, c'est un bon outil, mais derrière, le maître d'ouvrage peut très bien le jeter et ne rien en faire. Alors que s'il y avait des obligations, comme les éco-organismes ont, de faire du réemploi, c'est-à-dire 5% d'ici à 2028, si ces obligations étaient traduites dans les marchés des entreprises de déconstruction, de construction, via l'intermédiaire des maîtres d'ouvrage qui peuvent être à la fois prescripteurs sur la dépose et prescripteurs sur l'intégration, là, ça ferait vraiment évoluer les choses et il y aurait autant de demandes que de mise sur le marché. Et voilà, la boucle serait bouclée. Donc on attend aussi que la réglementation évolue là-dessus. Je vous remercie. Donc effectivement, je vois qu'il y a quand même un vrai sujet de sensibilisation de tous les acteurs de la chaîne de valeur pour orienter justement vers le réemploi. Et je crois que c'est un sujet qui vous concerne, en tout cas vous Antonin, pour carton vert, donc c'est du réemploi de carton d'emballage. On va voir ça ensemble. Je vais commencer par vous demander effectivement de décrire l'activité de carton vert pour commencer. Merci Agathe, merci à Frédéric pour cette belle matinée, j'espère que tout le monde va bien. Juste avant de commencer, une petite question, et merci de lever la main si vous avez déjà utilisé un carton usagé pour déménager ou expédier un colis. Ouais, voilà, c'est bien, ouais, c'est ce que j'imaginais. Voilà, donc juste ça montre que notre filière, elle a toute sa place, et que c'était un peu une anomalie qu'elle n'existe pas avant. Donc nous, c'est très simple, on fait du réemploi de carton, comme je disais, à l'échelle industrielle. Donc c'est quelque chose de nouveau, ça fait 5 ans qu'on existe. La filière elle-même, elle existait un petit peu avant, mais vraiment de manière très invisible, parfois en interne, avec les entreprises elles-mêmes qui utilisaient les cartons, mais rien de structuré. Et donc le but c'est vraiment qu'on devienne un réflexe et qu'on soit complémentaire du recyclage pour tous les cartons qui sont encore en bon état après une première vie. Et ça c'est le cas de beaucoup de cartons pour le coup. Donc nous on va collecter auprès d'industriels, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, etc. Des grosses usines qui vont jeter beaucoup de tonnes de carton à l'année. Et là-dessus, on va choisir les cartons en bon état qui sont récurrents dans les grandes quantités. Donc on va racheter plus cher que le recycleur, forcément entre 5 et 10 fois plus cher parce que c'est un produit, c'est pas un déchet et c'est très important, il ne passe jamais par le statut de déchet. Il n'y a pas de SSD à faire parce que c'est pas de la réutilisation. Donc ça c'est très important parce que c'est un gros avantage pour eux. Et donc on va collecter dans toute la France et dans les pays limitrophes. Ça va arriver sur l'un de nos trois sites. Donc on est à La Rochelle, Lyon et Cambrai pour bien couvrir la France. Et là-dessus on va juste retrier par référence. Il n'y a pas de transformation, on n'enlève même pas le scotch, on laisse les étiquettes et les logos, sauf demande express. Mais l'idée c'est vraiment de faire le moins de travail possible sur le carton, parce que c'est quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, qui prend la place. Et dans un camion entier, on met que 5 à 10 tonnes dans l'idéal. Donc il faut pas trop passer de temps dessus. Et après, c'est revendu à la palette en B2B. Vraiment une grande variété d'entreprises, de petits commerçants, mais ça va aussi jusqu'aux très gros répartiteurs de pièces automobiles, par exemple, qui vont envoyer dans des garages. Et l'idée, c'est que justement, ça a un énorme impact parce qu'on est à une tonne de CO2 évité par tonne de carton à employer, donc c'est du emploi. Et ça, c'est pour seulement une deuxième vie. Je parle pas de 5, 10, 50 rotations, mais seulement une deuxième vie qui est donnée. Pourquoi c'est aussi énorme l'impact parce qu'en fait, nous, on va collecter un produit, un emballage qui était fait pour être à usage unique. Et en fait, on va lui donner une deuxième vie alors que c'était même pas prévu à la base. Donc on s'est un peu installé entre le réemploi pur avec plusieurs dizaines de rotations et l'usage unique. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas d'efforts en plus à faire. On n'a pas à faire d'éco-conception, on n'a pas à fabriquer un nouveau produit plus résistant et non plus énergivore. On est sur quelque chose qui est déjà existant et il y a déjà des flux énormes. Donc là, on parle de 3 millions de tonnes professionnels par année qui sont jetés en France. 5 millions si on compte le ménager, mais le ménager c'est plus compliqué à collecter. Donc voilà pour la filière et le potentiel là-dessus. Ensuite, bien sûr, à la revente, c'est aussi moins cher que le neuf, comme disait ma camarade tout à l'heure.
L'idée, c'est que ce soit aussi plus intéressant pour le client et que ce soit pas plus cher parce que sinon c'est plus difficile. Donc voilà quelques petits chiffres. L'année dernière, on était à 1400 tonnes, on va atteindre les 2000 cette année. Donc ça fait autant de tonnes de CO2 évitées. Donc c'est un peu comme disait ma camarade, nous on est 20 personnes chez Carton Vert. Donc on a déjà un énorme impact sur une très petite entreprise et ça peut que vraiment exploser. Voilà des petits noms que je fais un peu de name dropping pour que vous voyez que c'est pas n'importe qui s'y met. Et on peut avoir par exemple des cartons qui ont été utilisés pour transporter des emballages plastiques de pharmaceutiques qui vont être réutilisés par quelqu'un qui va mettre des fripes dedans. Donc c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on a un carton qui a une deuxième vie, qui est la même que la première, mais qui ne va pas transporter les mêmes produits. Donc ça c'est intéressant. Voilà pour l'activité. Je vous remercie. Donc il y a quand même un bon potentiel développement du réemploi. J'anticipe déjà la prochaine slide. Les chiffres, alors selon les chiffres de Citeo, en attendant que la slide passe, on est à moins de 1% carton d'emballage réemployé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce chiffre qui est pas si positif finalement? Ouais, en fait on a un gros vide sur cette filière parce qu'on ne s'est jamais posé la question et on n'a jamais réfléchi à aller plus loin parce que le recyclage est plutôt optimal, disons, on est à 80% de carton recyclé et on s'est dit, bon, bah, c'est très bien, voilà, le carton, c'est pas un sujet. Mais avec Romain, mon associé, on s'est dit, si, c'est un sujet, messieurs, dames. Et justement, il faut qu'on puisse aller plus loin parce que c'est une filière qui est très simple à mettre en place. Et donc, oui, les chiffres de Citeo, c'est sur des potentiels, sachant que l'acier, on est à 99% de potentiel de réemploi et nous, on est à moins de 1%. Là, je parle de potentiel, hein, pas seulement de ce qui est réemployé. C'est-à-dire que tout le monde, les institutionnels, les éco-organismes, pensaient qu'il n'y avait aucun sujet sur le réemploi du carton. Donc ça, c'est un peu inquiétant pour nous, mais heureusement, on existe, on est vivant et on échange avec ces organismes-là parce que l'idée, c'est de faire basculer ça et en fait de passer peut-être à 25%, 30% de potentiel sur les cartons industriels, bien sûr. Donc voilà, les 3 millions de tonnes dont je parlais, là-dessus, je ne dis pas qu'il y a 3 millions de tonnes réemployables, hein, mais ça se trouve, c'est 100 000, 200, 300 000 tonnes. Et ça fait autant de CO2 évité pour une seule deuxième vie, sachant qu'on pourrait aussi aller plus loin. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais pour continuer là-dessus, nous, il n'y a pas de R&D, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'énormes investissements à faire parce que c'est une filière sèche. Vous allez recevoir une palette de carton à plat. Parfois, vous n'allez rien faire dessus, elle va être stockée et ensuite, elle va repartir dans un camion. Donc, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas de reverse logistique à mettre en place, c'est une boucle ouverte. Donc le carton, il arrive de quelque part, il va aller quelque part d'autre, et après ce sera un déchet, mais au moins on lui aura donné une deuxième vie alors que c'était même pas prévu à la base. Donc c'est ça aussi, ce modèle qui est hybride, qui nous permet de pouvoir s'installer assez rapidement, sans trop de problèmes pour les fournisseurs et les clients, donc pas trop de changements d'habitude, parce que c'est ça qui peut être un peu compliqué, et pas de coûts surtout, c'est même le contraire. Donc voilà, le problème c'est que c'est pas mature dans les pratiques, alors que sur le papier c'est très facile à mettre en place sur tout le territoire français et on travaille déjà avec des grands groupes qui montrent que tout le monde peut s'y mettre. Mais voilà, on en est encore au début, c'est the tip of the iceberg comme on dirait en anglais, et en fait l'iceberg il est énorme, mais le truc c'est qu'il faut vraiment qu'on s'y mette plus rapidement. Et la REP de l'année prochaine, on a beaucoup d'espoir, mais voilà, on est encore au tout début et il faut vraiment accélérer la chose, quoi. Je vous remercie. Alors la REP de l'année prochaine, c'est la REP EP, donc les emballages professionnels. Donc il y a un sujet de maturité des pratiques, de changement de pratiques. Je vais switcher un peu de filière en me tournant vers vous, Monsieur Vrécourt, en parlant du réemploi des éoliennes. En même temps, c'est pas si différent que ça parce qu'effectivement, il y a aussi un sujet de sensibilisation et de changement de pratique. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais commencer par vous demander surtout de décrire donc l'activité de Renvo, qui est peut-être un petit peu inédit. Voilà. Déjà, merci Agathe pour nous donner la possibilité de participer à cette table ronde aujourd'hui et puis à la FEDEREC par la même occasion. Renvo, c'est une plateforme qu'on a créée avec mon associé Alexandre Bousquet, ça va faire maintenant 1 an, basée à Montpellier, mais qui travaille non seulement sur la France, mais directement sur l'Europe entière. Et puis on va voir pourquoi, notamment les connexions entre les pays et les différents acteurs. Notre constat était assez simple. On a tous les deux une quinzaine d'années dans la filière éolienne et on s'est rendu compte que pour des producteurs d'énergie éoliens aujourd'hui, on a 3 problématiques majeures.
La première est que de nombreuses autorisations qui sont obtenues sur le marché français pour installer des nouvelles machines le sont pour des machines qui sont de petits gabarits. Quand je dis petit gabarit, ça va être 150 mètres de hauteur totale, ce qui peut être vu comme très petit par rapport à tout ce qu'on fait par ailleurs. Dans des pays limitrophes comme l'Allemagne ou si on va même plus loin en Scandinavie, on va sur du 200, 230, 250, 280 mètres de hauteur totale. Donc des machines très récentes. Alors les turbiniers ont fait la course au gigantisme, ont voulu développer toujours plus gros, toujours plus puissant, mais aussi dans des objectifs économiques de pouvoir produire de l'énergie pas chère. Donc en France, on est un petit peu à la traîne. En termes d'administratif, on sait tous qu'on aime bien ajouter des couches de contraintes. Donc on se retrouve avec des toutes petites machines qui ne sont malheureusement plus disponibles à la vente en neuf. Donc on doit se tourner vers la seconde main. Ensuite, dans une logique de poursuite de l'exploitation des centrales, au-delà de 15 ou 20 ans, on subit aussi l'obsolescence des pièces, puisque, tout comme les machines, les pièces détachées ne sont plus produites en neuf. Donc on doit aller se tourner vers aussi un marché de la seconde main. Et enfin, le nombre de démantèlements qui devient de plus en plus important sur la France, et on verra les chiffres un petit peu après, j'en parlerai, et d'essayer de convertir ces opportunités de démantèlement qui sont aujourd'hui un centre de coût comme un centre de profit en anticipant beaucoup plus les démantèlements. Donc il y a justement ce changement aussi qu'on a discuté avec le BTP, de vision et d'anticipation pour pouvoir bien valoriser les matériaux qu'on a à disposition. Puisque ce qui se passe aujourd'hui sur un démantèlement de parc éolien, c'est que le producteur qui est le propriétaire du parc va lancer une consultation même pas 6 mois avant le démantèlement de la centrale et donc ne laisse pas la possibilité à des acteurs qui prévoient la réinstallation complète d'anticiper et de préparer son site de destination. Donc chez Renvo, on insiste vraiment auprès de nos clients d'anticiper ces recherches de scénarios, de au moins 1 an avant le démantèlement, voire 1 an et demi, de nous consulter pour qu'on puisse aller chercher des développeurs de projets qui subissent justement cette absence de machines neuves sur ces petits gabarits pour pouvoir préparer ces sites de destination. Quand je dis préparer, ça veut dire potentiellement avoir un petit modificatif de permis à faire avec l'administration qui prend beaucoup de temps, de devoir discuter avec un Enedis ou équivalent pour pouvoir venir connecter proprement la machine au réseau, sachant qu'en 15 ans, forcément, les préconisations pour le raccordement ont changé. Donc il faut aussi qu'on travaille techniquement sur l'accueil de ces nouvelles machines sur le réseau, voire faire un peu de foncier sur le site si les dimensions des machines sont un peu différentes. Donc on change de prisme et c'est pour ça qu'on a lancé la plateforme Renvo qui va permettre de connecter à la fois les propriétaires de parcs qui sont nos premiers clients, avec lesquels on va signer un mandat de vente pour aller chercher les meilleurs acheteurs, les acheteurs qui vont être de différentes typologies. Donc j'ai mentionné des développeurs de projets, ça c'est un peu notre Graal, essayer de booster la circularité et le réemploi des machines complètes. Mais on va aussi discuter avec des mainteneurs, avec des utilities qui vont faire leur propre maintenance de machines et qui vont avoir besoin de constituer un stock de pièces détachées ou des petites urgences sur certaines pièces très spécifiques s'il y a de la casse sur les assets. On a en 3e niveau des sociétés qui sont un petit peu plus exotiques, puisqu'on va chercher de la réinstallation avec de la réutilisation et pas du réemploi. Donc on va aller trouver des sociétés qui sont dans le BTP, qui ont besoin de pales pour des structures de pont, par exemple, comme on fait aux Pays-Bas, ou des opérateurs autoroutiers qui, pour faire des murs sonores le long des autoroutes, vont aussi aligner les pales. Donc on va sur des concepts un petit peu plus mouton à 5 pattes. Et enfin, nous, le niveau 4, ça va être le recyclage, qu'on ne doit pas oublier aussi. Et comme on le disait en préambule avec le président, on travaille en équipe. Donc il faut aussi prévoir, certes, le réemploi, la réutilisation, mais le recyclage peut être une solution si on a certains composants encore à disposition après un démantèlement et pour lesquels on n'a pas trouvé de solution et d'exutoire. Au-delà de cette connexion, de cette mise en relation acheteur-vendeur et prestataire de services, on développe aussi un calculateur carbone qui va nous permettre pour chaque scénario et chaque opération d'estimer les émissions bien sûr de CO2 venant des opérations, mais aussi des tonnes évitées par rapport à un scénario de machine en neuf qu'on aurait eu à utiliser éventuellement. Est-ce que vous pouvez du coup nous donner quelques chiffres clés sur le marché du réemploi des éoliens et peut-être aussi par la même occasion quelques leviers justement, alors c'est écrit sur le support de présentation, mais pour faire du réemploi des parcs éoliens un peu la norme, parce qu'effectivement on entend parler de recyclage, mais c'est peut-être un peu plus inédit sur le réemploi. Alors nous les chiffres on aime bien, donc j'en ai plein, je peux en donner plein. On va commencer par le potentiel de réinstallation que je mentionnais sur la France. Donc si on se met à cette limite de 150 mètres de hauteur totale, on a 1000 machines qui ont un permis, qui peuvent être installées dès demain,
mais qui n'ont pas de solution technologique économiquement viable ou disponible en neuf. Donc on a ce marché adressable uniquement français, qui est déjà colossal, puisque 1000 machines, ça va faire 2 gigawatts à 2 gigawatts 5, donc ni plus ni moins quasiment 3 tranches de centrales nucléaires. Donc c'est quand même une puissance immédiate qui peut être intéressante aussi et faire baisser la facture du contribuable en cascade. Ensuite, en termes de potentiel de démantèlement, donc nous, les machines qu'on va essayer de récupérer par an, théoriquement, on peut avoir en France entre 500 à 1000 éoliennes qui sont éligibles à un démantèlement, donc qui sont sorties de leur tarif qui auparavant était de 15 ans, et qui potentiellement peuvent, s'il y a des scénarios de rachat pour de la réinstallation derrière par un tiers, peuvent être démantelés très rapidement. On fait x10 si on va sur l'Europe, puisqu'on a d'autres pays, l'Allemagne, l'Espagne notamment, qui étaient très en avance sur des installations. Donc on a 10 000 éoliennes par an qui sont éligibles à un démantèlement. Donc ça, c'est aussi notre rôle de filtrer, de trouver les meilleures machines avec les meilleures qualités résiduelles pour pouvoir aussi se focaliser sur celles-ci. C'est celles qui auront la meilleure valeur aussi financière et qui permettent d'avoir la chance d'aller sur des deuxièmes vies de 20 ans, ce qui est pour nous aussi notre but. Un chiffre intéressant aussi, c'est que par rapport à un prix du neuf, donc si on extrapole par rapport à des machines qui étaient historiquement disponibles et sur ces gabarits qu'on a aujourd'hui disponibles en seconde main, on a 40% de décote sur le prix d'achat de la machine, tout compris. Donc achat et toutes les opérations qui sont nécessaires en vue de les réinstaller et après reconditionnement. Donc il y a un réel intérêt économique à aller vers cette solution. Et ça me permettra d'aller ensuite sur les différents freins. Donc ça, c'est vraiment aussi un chiffre sur lequel on insiste, puisque si on n'a pas cet effet levier sur le prix de la machine, on ne peut pas absorber des coûts de maintenance qui vont être un peu plus élevés, puisque la machine a déjà vécu une première vie, des coûts de financement qui aujourd'hui sont défavorables par rapport à des scénarios en machine neuve, ce qui peut être un peu contre-intuitif, mais il n'y a pas vraiment de support des institutions financières pour pouvoir aller sur des scénarios qui sont vertueux au niveau circulaire. Et idem pour les assurances. Donc on doit faire ce contrepoids entre le prix machine intéressant et les OPEX, donc les coûts opérationnels et de financement qui sont un petit peu plus élevés. En termes de levier, on en a, puisqu'on a beaucoup de sollicitations depuis un an, donc on voit que ça avance bien. Une des actions nous qu'on a vraiment en tête et qu'on essaie de développer, c'est d'avoir une unité de reconditionnement aussi en France, puisqu'il y a un volume plus conséquent qui arrive. Dans tout le prix de la machine, on a aujourd'hui plus du tiers qui vient du reconditionnement uniquement. Ce qui peut être vu vraiment comme colossal, mais qui est aujourd'hui ni plus ni moins que les résultantes d'un travail très artisanal, avec très peu de volume et dans des pays étrangers. Donc là, par exemple, sur une opération que je détaillerai après, on envoie les machines aux Pays-Bas pour être reconditionnées, parce qu'il n'y a pas de solution en France. Donc ça implique plus d'opérations logistiques. Ça implique des prix pour lesquels on n'a pas trop de marge de négociation. Donc nous, l'idée, c'est vraiment, d'ici quelques années, d'avoir notre propre usine de reconditionnement pour pouvoir aussi maîtriser ces coûts-là. Un gros levier qu'on voit, et après on passera à la suite, c'est qu'on est en train de discuter aussi avec notamment la Creux pour essayer de pousser un bonus lié à la circularité, donc le fait d'utiliser des machines de seconde main, dans l'appel d'offres de la Creux, de la Commission de régulation de l'énergie, pour lequel nos clients vont aller se battre pour avoir un tarif de rachat de leur électricité. Donc d'avoir ce petit coup de pouce de 3 à 5 euros par mégawattheure venant du fait qu'on utilise des machines reconditionnées, ça pourrait être aussi un gros accélérateur pour la filière, sachant qu'on le faisait déjà avant pour du financement participatif par exemple. Donc c'est des choses aussi qui sont potentiellement envisageables. Et vous disiez du coup que le dernier scénario, c'était effectivement l'envoi en recyclage. Néanmoins, est-ce que vous pouvez décrire finalement les synergies que vous opérez justement avec les opérateurs du recyclage pour ce qui est des parcs éoliens et des pièces issues de l'éolien qui ne peuvent pas être réemployées? Alors, nous, l'idée, c'est de vraiment constituer le meilleur puzzle de solutions avec les machines qu'on a à disposition à vendre. Donc là, pour vous donner un exemple très concret sur la première opération, donc le premier démantèlement qu'on est en train de prévoir et de conclure, qui va se produire entre janvier et mars de l'année prochaine, on a 5 éoliennes qui sont en Bretagne, qui ont tourné 16 ans, pour lesquelles on a recalculé des durées de vie qui sont extrêmement longues, puisque si elles restaient sur ce site-là, on pourrait aller jusqu'à plus de 40. Mais l'opérateur a eu un permis de renouvellement de sa centrale, donc il va plutôt mettre des machines de plus récente génération, démanteler les anciennes, et il nous a donné justement le mandat pour aller trouver des solutions d'achat. On a trouvé un acheteur pour 3 de ces éoliennes qui va les réinstaller sur un site dans le sud de la France, qui lui est très vanté. Donc on a recalculé la durée de vie théorique de ces machines
sur ce nouveau site, confirmé pour 20 ans. Donc ça valide aussi notre concept, comme quoi les anciennes éoliennes, on peut leur donner de vie, pas facilement, mais au moins en y mettant de l'huile de coude. Ce même opérateur va prendre une 4e éolienne en stock de pièces détachées, mais ne va pas prendre la tour sur cette 4e. Donc la tour, on va passer par un recycleur qui va venir justement la récupérer, la découper sur site selon son cahier des charges et derrière l'envoyer dans ses filières de recyclage. On aurait l'alternative qui est de passer directement par un aciériste qui a des gros objectifs d'acier vert. Donc acier vert égale four, non plus à base d'énergie fossile mais à base d'électricité, et un entrant qui n'est pas de l'acier neuf mais de l'acier de seconde main. Donc on a cette solution aussi où les aciéristes sont très intéressés pour se sourcer en acier de bonne qualité venant de parcs éoliens. Et sur la 5e machine, on a 2 solutions aujourd'hui. On a un autre opérateur qui peut la réinstaller en Ardèche. Et sinon, c'est scénario à la découpe où on va envoyer les différents composants chez des mainteneurs qui vont en avoir besoin pour des buts de maintenance. Les pales, ça reste un peu le sujet. Heureusement, là, on a plusieurs scénarios de réemploi. Donc, on n'a pas à se soucier du recyclage des pales. Aujourd'hui, dans la filière, c'est vraiment le plus gros souci, puisqu'il n'y a pas de solution réelle pour réextraire la fibre, au moins sur les anciennes pales venant du terrestre. Donc, on va plutôt les découper sur site, proprement, et elles vont être valorisées en chaleur, donc ni plus ni moins dans un four, pour créer un peu de joule chaleur. Voilà. Donc on aime bien justement avoir cet écosystème autour de nous. Comme ça, dès qu'on a une opération de démantèlement avec un certain planning, on va pouvoir dégainer les différentes solutions. Réemploi, réutilisation, recyclage. Merci pour cet éclairage. Donc on voit qu'il y a un vrai besoin de complémentarité finalement entre réemploi et recyclage, et c'est ce qu'on effectivement soutient au sein de FEDEREC. Mais c'est ce qui pose surtout un enjeu fondamental d'éco-conception dès l'amont justement pour garantir et la réemployabilité et la recyclabilité de nos biens et nos équipements. Je reviens vers vous, du coup, Monsieur Vézine, concernant l'ADEME. Quel rôle, justement, tient l'ADEME sur ces sujets-là d'éco-conception? Enfin, quel message global vous pouvez délivrer, vous, sur ces sujets-là? Merci. Alors, concernant le sujet de l'éco-conception, on a vu que c'était quand même la base. L'éco-conception, elle est importante pour pouvoir mieux réparer les produits. Parce qu'on l'a dit, on a beaucoup parlé de réemploi, mais un autre objectif de la loi AGEC, c'est vraiment de pousser aussi la réparation, la destination des particuliers via notamment les fonds réparation et les bonus réparation. Donc bien sûr, c'est un sujet important pour la réparation, c'est un sujet important pour le réemploi, pour allonger la durée d'utilisation. C'est un sujet important pour favoriser le recyclage. Et donc tout ça, ça part de l'éco-conception, et ça a vraiment été une volonté dans le cadre de la loi AGEC, de passer d'une logique gestion des déchets dans les filières REP à une logique allongement de la durée d'utilisation des produits et ensuite gestion des déchets. Et ça passe bien sûr par le sujet de l'éco-conception. Je vais revenir un peu sur les sujets de l'Observatoire et vous représenter un peu quelques missions. Quelques messages quand même par rapport au sujet du réemploi. Peut-être pour dire que on ne fait pas du réemploi histoire de faire du réemploi à tout prix. L'objectif n'est pas de faire du réemploi, l'objectif est d'allonger la durée d'utilisation des produits et ensuite de faire du réemploi avec ces produits une fois qu'on les a utilisés normalement via la durée de vie pour laquelle ils sont programmés. Je prends un exemple qui va parler à tout le monde. Un smartphone, si au bout d'un an il a changé 5 fois de propriétaire, c'est pas du réemploi. L'objectif n'est pas d'augmenter la rotation des produits pour faire plus de rotation. Voilà, ça c'est pas la conception du cas qu'on a à l'ADEME du réemploi. Voilà, il faut un smartphone, il doit faire X années et ensuite à la fin, voilà, quand vous décidez de changer de modèle, on va lui trouver une seconde vie. L'idée n'est pas d'accélérer les rotations parce que le risque c'est qu'à un moment donné vous ne créez pas du coup un marché qui vient se substituer au neuf, mais vous créez un marché additionnel où on fera qu'on vend toujours plus de neuf et on réemploie toujours plus de produits, mais ça n'a pas d'impact du coup sur la consommation. Donc ça c'est vraiment important d'avoir en tête que l'objectif n'est pas de faire du réemploi, l'objectif est d'allonger la durée d'utilisation d'un produit et ensuite de lui trouver
une seconde vie. Voilà, ça c'est un message que je voulais passer qui est important. Si je reviens rapidement à l'Observatoire, on a trois missions principales: centraliser, mener et diffuser des travaux et études nécessaires à la compréhension et au développement du réemploi. Donc ça c'est vraiment, vous trouverez des ressources si vous allez sur l'Observatoire, dont vous trouvez l'adresse en bas du slide. Collecter et fournir des indicateurs. Voilà, c'est ce qu'on commence à faire. On a un tableau de bord pour fournir des données de réemploi, ce qui permet de rendre compte comment le réemploi se développe en France, et ce qui permet aussi de répondre à l'obligation de rapportage annuel sur le réemploi auprès de la Commission. Donc tous les ans, la France doit donner des informations sur le développement du réemploi, à la fois qualitatif et quantitatif, et donc c'est via l'Observatoire qu'on fournit ces données, et on a quelques instances pour animer aussi les acteurs. Dans les travaux en cours qui vont vous intéresser, donc il y a le travail dont je parlais tout à l'heure, qui est le panorama du réemploi des produits et des emballages, donc qui refera un état des lieux en 2026, on est en cours, donc ça sera d'ici la fin du premier semestre 2026, où on remettra à jour vraiment l'ensemble des données, et y compris des données qu'on n'a pas régulièrement, c'est-à-dire le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois liés au réemploi, les flux et le nombre de structures, ça on l'a régulièrement via les éco-organismes, et le chiffre d'affaires emploi, c'est pas le cas, donc là on va refaire une mise à jour. Un sujet très important, le glossaire d'allongement de la durée d'usage. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise pour parler de réemploi, donc il y a réemploi, il y a réutilisation, il y a remanufacturing, il y a reconditionnement, il y a upcycling. Je crois que c'est un des sujets où il y a de plus de termes foisonnants. Personne ne sait vraiment trop ce que ça veut dire finalement. Il y a beaucoup de termes parce que des fois c'est commercial, des fois il y a des termes professionnels. Bon, finalement, personne ne s'y retrouve vraiment dans tous ces termes. Donc là, on est en train de refaire un glossaire pour vraiment expliquer quels sont les termes qu'on doit utiliser, à quoi ça correspond. Typiquement, dans ce glossaire de l'allongement de la durée d'usage, vous trouverez une petite mention pour les invendus. On ne fait pas du réemploi d'invendus. Les invendus ne sont pas du réemploi puisqu'ils n'ont pas eu de première vie. Donc on ne peut pas parler. On parle de réemploi pour un produit qui a une première vie. Donc les invendus, ok, effectivement, on leur trouve une première vie qu'ils n'ont pas eu parfois par d'autres canaux, mais on ne fait pas du réemploi d'invendus. Et donc dans le glossaire d'allongement de la durée d'usage, on trouvera la mention que les invendus ne sont pas du réemploi. Voilà, ça c'est important aussi de le dire, parce qu'on a des offres des fois aussi commerciales avec, voilà, vous pouvez trouver des corners ou même des sites qui vont vous dire on fait du réemploi, et dedans qu'est-ce que vous trouvez des produits qui sont invendus. Donc non, c'est pas. Il vaut mieux en faire quelque chose de ces produits-là. Par contre, il ne faut pas que ça soit que ça vienne couvrir le fait de toujours produire plus, dès l'instant qu'on se dit bah, finalement ces invendus on va leur trouver une seconde vie. C'est pas ça l'objectif. Synthèse des freins et leviers, on en a parlé tout à l'heure. Donc nous on est en train de retravailler sur la base de tous les travaux des éco-organismes à faire une synthèse des freins et des leviers qui ont été observés dans l'ensemble des filières REP. Et puis on va sortir aussi un recensement des évaluations environnementales. On a essayé de regarder un peu, de faire un peu un état, un benchmark de ce qui existait en termes de travaux d'évaluation environnementale par rapport au réemploi. Parce qu'il peut peut-être s'avérer qu'à un moment donné, faire du réemploi de n'importe quel produit, quel que soit l'âge du produit, n'est peut-être pas une bonne solution. Et qu'à un moment donné, peut-être des produits trop vieux, l'idée c'est... La meilleure idée ne sera peut-être pas de les réemployer. Donc là, on fait le travail de recensement de ces travaux. Et donc, vous pourrez trouver tout ça sur l'Observatoire, voilà, qui a 2 ans, et donc qui est en train de se développer. On essaie de l'enrichir au fur et à mesure, de beaucoup s'appuyer sur les travaux des éco-organismes, parce que comme on est aussi la direction de la supervision des filières REP, du coup, on valorise aussi les travaux que font les éco-organismes, les données qui sont déclarées chaque année par les éco-organismes. On essaie d'aller aussi regarder un peu plus largement aussi sur ce sujet du réemploi, et y compris par exemple des sujets comme la commande publique, qui est une autre façon aussi de faire et de favoriser le réemploi. Donc il y a plein de façons aujourd'hui
de faire du réemploi. Il y a plein de canaux différents. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui le canal particulier à particulier qui est celui qui fait le plus de volume, mais sans trop savoir derrière finalement comment compter tout ça, parce que quand vous allez sur des sites entre particuliers, vous pouvez avoir un produit qui va être recompté 10 fois. Bon, du coup, il compte pour 10 fois, mais c'est le même produit. Donc voilà, il y a des sujets aussi de traçabilité derrière tout ça. Merci beaucoup. Donc il y a un sujet en fait de réemploi et de bon réemploi surtout. Je reviens vers vous, Antonin, avec juste une question complémentaire. Monsieur Vézine, donc pour l'ADEME, on parlait au tout début, on parlait d'accès à un gisement de qualité. Je crois qu'en ce qui vous concerne, et même pour vous les autres filières, il y a surtout un sujet d'accès au gisement tout court. Est-ce que du coup, en ce qui concerne le réemploi de carton d'emballage, est-ce que ce sujet, cet enjeu d'accès au gisement est un peu la clé de voûte pour booster la filière? Et sinon, est-ce que vous identifiez aussi d'autres éléments clés? C'est l'un des problèmes, l'un des challenges, disons. Parce qu'en fait, on a 2 fois plus de boulot qu'une entreprise dans une économie linéaire, disons. C'est-à-dire que ni l'amont ni l'aval ne sont sécurisés. Donc c'est ça qui fait qu'on est toujours un petit peu en tension. Et en fait, on va avoir un déséquilibre, soit en amont, soit en aval, et ça va constamment switcher de l'un à l'autre. Donc sur certaines tailles, par exemple, on a un surstock, et sur d'autres, on n'en a pas du tout, alors que c'est très demandé. Donc c'est ça le but, et puis plus on grossit, plus ça se développe, moins on aura ces problèmes-là. Mais en tout cas, en termes de gisement, pour commencer, ce qui peut être difficile pour le carton, c'est que les industriels type agroalimentaire, par exemple, eux, ils ont leur benne qui est à l'extérieur, et ils ne veulent pas passer à des palettes de carton à plat en intérieur au sec. Parce qu'ils se disent, non, c'est un déchet, moi je veux stocker mes produits. Donc même si on leur dit que ce n'est pas un déchet, dans leur tête, ça va rester un déchet. Donc c'est ça, quand on parlait de maturité, c'est psychologique aussi. Et c'est un peu dommage parce que vu tous les avantages qu'il y a et le peu d'inconvénients, parfois un tout petit problème qui est identifié comme une montagne par l'interlocuteur va nous bloquer totalement et bloquer totalement un groupe entier industriel, alors qu'il y a juste un petit levier à déclencher. Donc c'est ça qui nous manque pour vraiment dupliquer, mais on a quand même, on s'est bien amélioré en 5 ans. Quand je vois le discours entre 2020 et actuellement, c'est quand même pas la même chose. Donc ça s'améliore, c'est un petit peu lent, mais ça va quand même dans la bonne direction. On a aussi besoin des recycleurs, forcément, parce que nous, on est complémentaires, comme on le dit souvent. Et en fait, les recycleurs, actuellement, c'est eux qui ont tous les gisements, clairement. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec eux pour les capter plus facilement et plus rapidement. Et c'est-à-dire que cette demande aux recycleurs, j'essaie de couvrir la musique qui est dans le fond. J'espère que je parle assez fort. Pour les recycleurs, voilà, c'est parfois un petit peu difficile de passer au réemploi parce qu'ils voient ça, ça peut être vu comme une sorte de menace, alors qu'en fait, c'est tout bénef pour eux aussi parce que ça peut être eux, notre fournisseur. Et en fait, eux, après, ils s'arrangent avec leurs clients et ils leur proposent justement une solution avec réemploi et recyclage. Et ils peuvent travailler avec nous. Donc en fait, on va leur racheter le carton une première fois, puis ensuite ça va quand même atterrir dans leur benne derrière, donc une deuxième fois. Donc en fait, ils sont gagnants. Mais voilà, c'est un peu comme l'histoire du stockage, c'est une idée de faire sauter des leviers. Et donc il y a tout un environnement industriel qui est basé sur un modèle qui a des décennies. Donc c'est sûr que face à nous, on a des énormes entreprises. Aussi, côté client, on a les cartonniers, on a du DS Smith, du Smurfit Kappa, des choses comme ça, qui on travaille aussi. Mais voilà, en fait, nous, on est des petits poussés entre ces 2 grosses montagnes et on essaie de leur dire, si, c'est bien pour tout, il faut y aller. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais je pense que c'est normal, hein, c'est comme ça pour tout le monde. Mais en fait, on voit que dans d'autres pays, on a des collègues avec qui on travaille en Allemagne, en Angleterre, c'est parfois plus avancé. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire qu'on va pouvoir y aller. Par exemple, en Angleterre, on a des très bons amis Reuse the Box qui font 3 fois plus de tonnage que nous, qui sont rentables, qui rachètent au prix recycleur. Donc on voit en fait que c'est ça qui nous attend. On n'y est pas encore, on espère que ce sera l'année prochaine. Mais en fait, ça va continuer à se développer. Et avec la réglementation, bien sûr, on espère que ça va aller encore plus vite. Et pour terminer, on a encore
des améliorations qu'on peut apporter à notre modèle. Pas de machine ou de R&D ou quoi que ce soit, comme je disais, parce qu'en fait, une machine sera plus lente que l'homme et beaucoup plus chère. Donc nous, on est contre l'automatisation. En plus, donc c'est ça qui est beau, c'est que l'automatisation dans le réemploi, c'est pas toujours une bonne idée, surtout chez nous. Donc ça crée de l'emploi, et en plus en insertion quand on le peut. Mais c'est plutôt sur le modèle lui-même. Je parlais de boucle ouverte plus tôt. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, et on espère qu'avec FEDEREC et les éco-organismes l'année prochaine, on pourra basculer là-dessus, c'est une boucle fermée où en fait on va collecter un carton chez un détenteur et on va le renvoyer au premier utilisateur qui est son fournisseur à lui. Donc en fait, on voit qu'il y a 3 parties. Il y a le metteur en marché, le fournisseur de carton vert et carton vert entre les deux, qui boucle la boucle. Et avec ça, on peut avoir un carton qui a été fabriqué pour être à usage unique, qui va peut-être servir 5 fois. Et là, on a 5 tonnes de CO2 évité par tonne réemployée. C'est pas beau, ça, quand même? Ça fait rêver. Moi, en tout cas, ça me fait rêver, même si je ne viens pas du tout du carton. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui nous attend. Et on espère pouvoir vraiment montrer que le modèle de réemploi de carton, c'est pas juste pour s'amuser et qu'on peut en faire encore mieux. Mais voilà, on a besoin de l'accord de tout le monde et on a besoin que ce soit mis en avant, que ce soit beaucoup plus visible, parce que voilà, c'est vrai qu'on bouscule un peu les lignes. Mais de toute façon, c'est notre boulot et on aime ça. Je vous remercie. Je vais finir par vous, Madame Leclerc. Vous êtes responsable développement d'Envie de The Lorraine, membre de la FEI, donc la Fédération des entreprises de l'insertion. Je rappelle juste que FEDEREC, depuis 1 an, a signé un partenariat stratégique donc, avec la FEI, parce qu'on maintient que l'insertion est un véritable atout pour le réemploi et le recyclage. Et puis d'ailleurs, Carton Vert et puis Cycle Hub le confirment, puisqu'effectivement vous travaillez ou vous allez travailler avec des sites en insertion, donc il y a un vrai sujet. Avant même de peut-être vous donner la parole, je vais laisser Monsieur Guillaume Labbé, donc représentant de la FEI, prendre la parole pour décrire, expliquer ce que c'est qu'effectivement une entreprise d'insertion. Bonjour à tous, effectivement, donc moi Guillaume Labbé, je suis responsable du pôle filière et développement économique à la Fédération des entreprises d'insertion. Je voulais juste, avant de laisser la parole à Julie, réexpliquer un peu qui on est. On est des entreprises, comme n'importe quelle entreprise, qui sont engagées dans différents secteurs d'activité. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, je vais vous parler surtout du secteur de l'économie circulaire. Donc on représente 400 entreprises qui sont présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur du déchet. Ça va de la prévention, du réemploi, de la réutilisation, jusqu'à la collecte, le traitement des déchets, la préparation au recyclage et la valorisation énergétique, notamment sur les biodéchets. Donc on intervient pour des services aux entreprises, sur des services spécifiques, notamment sur les différentes filières REP, services aux collectivités et puis services industriels pour les fabricants. Alors, comme je disais, on est des entreprises, mais des entreprises pas comme les autres, parce qu'on a un plus, c'est qu'on a été en fait missionné par l'État pour une mission d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'au travers du projet économique de nos structures, on recherche à embaucher des personnes qui sont éloignées de l'emploi et sur un parcours de 2 ans, de les accompagner, de les faire monter en compétences sur des métiers. Et puis au bout de 2 ans, quand elles sont prêtes à rejoindre le monde classique de l'entreprise, de les laisser partir pour qu'elles rejoignent un effectif classique. Donc on gère du turnover. Et c'est un modèle qui fonctionne puisqu'on est aujourd'hui 67% des personnes qu'on accueille sortent de ces structures-là avec un emploi de longue durée. Ou une formation qualifiante. Alors pour en revenir au sujet de l'économie circulaire, c'est une filière qui est historique chez nous, pour apporter quelques aspects historiques, on a été pionnier à l'origine quand le tri des déchets s'est mis en place en France. On a été pionnier sur ces activités-là. Les premiers centres de tri, les premières déchetteries étaient gérées par des entreprises d'insertion. Et on a gardé effectivement ce côté pionnier et on continue d'avoir l'innovation comme ADN. Qu'on développe dans l'ensemble des activités de l'économie circulaire et en particulier sur la question du réemploi et de la réutilisation. Alors je vous ai fait une petite cartographie, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais juste pour vous dire un petit peu ce qu'on fait globalement sur le réemploi. Soit effectivement on peut retrouver de l'activité que vous pouvez connaître classique de recyclerie, ressourcerie, mais avec un modèle économique particulier parce que comme je vous disais, on est un modèle économique d'entreprise. Ce qui nous oblige en fait à travailler énormément l'optimisation en fait et la massification des flux et de travailler aussi en partenariat avec les collectivités. On est beaucoup sur des modèles en fait où on gère des équipements de réemploi pour le compte de collectivités, comme on peut gérer une piscine par exemple, ce genre d'équipement. Donc on est surtout sur la gestion.
Le deuxième, c'est tout ce qui va être ce que j'appelle reconditionnement d'équipements techniques. Alors ça peut aller des équipements électriques, électroniques, les vélos électriques, les chaudières, les batteries, les articles de bricolage. Julie en parlera après, mais effectivement, on est vraiment sur du reconditionnement, une vraie logique industrielle derrière. On a la question du réemploi des déchets du bâtiment, on en parlait tout à l'heure, on a des entreprises qui sont spécialisées sur tout ce qui est curage et déconstruction sélective, le réemploi in situ et la gestion de matériothèque. Et enfin, on peut avoir du réemploi plus spécialisé avec notamment des friperies textiles, des entreprises qui travaillent sur le mobilier de bureau, sur la pièce détachée, sur les aides médicales techniques, et puis on en parle avant, sur les emballages, notamment sur le carton. J'ai une dernière slide. Donc juste pour illustrer quelques exemples d'entreprises sur les 4 thématiques que j'ai évoquées, vous pourrez trouver des écocycleries comme Trocanton, l'écocyclerie des Mauges dans les Pays de la Loire. Sur tout ce qui est reconditionnement d'équipements techniques, vous avez Envie, qui est un des acteurs historiques sur ce métier-là, notamment sur les équipements électriques et électroniques, mais pas que. Des entreprises comme Nouvelle Attitude ou B2Bo qui travaillent sur les batteries. Sur les déchets du bâtiment, vous avez Segundo qui est une franchise nationale en fait qui développe du curage préservant. Et puis sur un poste spécialisé, Tricycle Environnement, la Télé 815 sur la friperie, carton plein sur les cartons. Voilà, ça c'était juste pour quelques mots d'introduction. Puis je vais laisser Julie donc dans Ville-Lorraine illustrer un peu mon propos sur les articles de bricolage et jardinage. Pardon. Merci beaucoup. Donc, d'un mot, Envie en Lorraine, on fait partie du réseau Envie. Le réseau Envie, c'est un réseau de 53 entreprises d'insertion indépendantes implantées en France métropolitaine qui portent une activité historique depuis 40 ans de reconditionnement et vente d'électroménagers d'usage domestique. Donc ça, c'est notre activité où on va aller collecter ces appareils, les reconditionner et les revendre dans nos points de vente physiques avec une garantie associée de 2 ans. Donc au sein du réseau, pour donner une petite volumétrie, c'est 150 000 équipements électroménagers qui sont rénovés et vendus chaque année. Chemin faisant, il y a 40 ans, les filières REP n'existaient pas. On s'est développé sur des activités en lien avec ces filières REP et notamment la filière des D3E qui porte justement ces équipements électroménagers où on est tous positionnés sur les prestations de collecte et regroupement de ces D3E et certaines unités en vie ont développé des activités de recyclage. En 40 ans, on a pu, je reviens juste sur la slide d'avant, voilà, on a pu faire réaliser une étude par un cabinet spécialisé, Corpo Karma, qui montre l'impact environnemental du reconditionnement d'électroménager. Voilà, donc là c'est toute l'analyse du cycle de vie qui est mise en exergue sur l'appareil reconditionné et l'appareil neuf. Voilà, je ne vous détaille pas sur chaque famille de produits, vous avez les chiffres devant les yeux. Et puis Envie cherche toujours à se développer sur des activités en lien avec l'économie circulaire et le reconditionnement. Et l'émergence de nouvelles filières REP donne des opportunités de tester des nouvelles activités de reconditionnement. Pourquoi ces filières REP permettent de tester ces activités de reconditionnement? Parce qu'on a accès à un gisement. Ça a été dit maintes fois, la massification et l'organisation de la logistique des produits en fin de vie est un vrai nœud, est un vrai sujet quand on veut lancer une activité de reconditionnement, d'autant plus sur des appareils d'usage ménager. Donc en 2022, écologique, l'éco-organisme a été agréé sur cette filière des ABJ-TH, articles de bricolage et jardin thermiques. Nous avons été titulaires du marché de collecte et regroupement, ce qui fait qu'en maîtrisant ce gisement, on peut commencer à tester une activité de reconditionnement. Ça implique bien sûr, et ça l'a été évoqué, la mise en place d'une collecte préservante. C'est ce qui vraiment est un point dur dans toutes nos activités d'Envie. Dans la mesure où on cherche à reconditionner, on va être très vigilant aux manutentions et à la façon dont on va charger et décharger les camions quand on va aller chercher ce gisement-là. Voilà. Par ce marché de collecte, on a pu travailler aussi des partenariats avec certains distributeurs. Comme l'a dit Guillaume, on est pionnier dans les activités de reconditionnement,
Certains peuvent être portés aussi par des distributeurs, mais ils sont aussi partenaires sur certains sujets, sur des activités de reconditionnement qu'on peut porter. Donc on a cherché à développer ces partenariats-là et derrière on a pu mettre en place le process un peu sur le même modèle que l'électroménager où on va définir les modalités de diagnostic de l'appareil. Là pour le coup on a toute une dépollution qui est mise en place avec des réglementations qui permettent de pouvoir réaliser cette activité-là, de gestion de la pièce détachée, et de remise en état de l'appareil, sachant que le reconditionnement ne s'arrête pas qu'à la remise en état fonctionnelle de l'appareil, mais bien sur l'allongement de durée de vie du produit. On le garantit encore une fois 2 ans, donc on doit remplacer toutes les pièces d'usure de l'appareil. Voilà. Donc c'est ce qu'on a mis en place sur cette activité d'articles de bricolage et jardin thermique et avec voilà, nos magasins de vente qui permettent de pouvoir écouler ce qu'on produit. Sur les freins et leviers de cette activité, je ne vais pas redévelopper, ça a été très largement évoqué par les camarades ici. Mais c'est vrai que par notre expérience chez Envie, le principal levier, c'est la maîtrise du gisement. Le deuxième qu'on a cherché à performer sur cette expérimentation, c'est toute la maîtrise de la compétence technique. Donc là, on a des profils ingénieurs qui mettent en place toute l'activité, mais on s'est appuyé aussi sur de la formation et sur des partenaires industriels qui ont mis en place cette activité et qui nous ont permis de mettre en place tous les points de contrôle nécessaires pour développer cette activité. Et puis le troisième point, c'est le modèle économique où le prix de vente doit couvrir bien sûr nos charges et on doit avoir la demande de la clientèle pour écouler tout ce qu'on produit. Les freins sur cette activité, ça pourrait être l'accès à la pièce détachée, mais par chance, sur les articles de bricolage et jardin thermique, de par tout ce qu'on va démanteler qui ne sera pas reconditionné, on peut se constituer notre propre stock de pièces détachées. Le modèle économique qui reste encore à confirmer, ce n'est pas une activité très ancienne pour nous. Donc voilà, on doit encore avoir une maîtrise du taux de SAV et l'accès bien sûr à un gisement de qualité. Voilà, donc ça c'est pour une activité de reconditionnement qui s'est construite sur une filière REP. Et nous avons, de par nos diversifications, un autre modèle de reconditionnement qu'on travaille, là pour le coup avec un industriel. Donc on n'est pas du tout orienté sur une filière REP. Nous avons un industriel qui est exposant ici, qui s'appelle Noremat. Donc il est fabricant de dépareuses, c'est les machines, les engins d'entretien de bord de route. Et Noremat, par son activité, a développé une filiale Maneco qui reconditionne les dépareuses. Noremat, dans son projet industriel, a intégré complètement une équipe d'Envie dans le process de reconditionnement. L'objectif pour Noremat et Maneco, c'est pas tant de sous-traiter une activité, c'est surtout que nos entreprises d'insertion forment des salariés pour les autres. Et on est sur des métiers en forte tension, ici plutôt orientés mécanique et soudure. L'objectif pour Noremat, c'était de confier une part de prestation à Envie pour qu'Envie intègre des salariés et les forme complètement au process de Maneco pour qu'in fine, à l'issue de leur parcours, ils puissent trouver un rebond professionnel au sein de l'entreprise Maneco. Voilà. Donc l'économie circulaire peut évidemment se réfléchir aussi avec des industriels. Bah écoutez, je vous remercie toutes et tous pour vos éclairages. On voit que globalement, la tendance, elle est quand même largement positive sur le réemploi et la réutilisation. On a quand même un marché qui se structure, des nouvelles activités qui se développent. Après, on l'a vu ensemble, effectivement, il y a encore des défis majeurs pour ancrer les pratiques. Surtout, on l'a vu, et consolider les modèles et les massifier pour effectivement certaines filières. Est-ce que, Monsieur Vézine, pour l'ADEME, est-ce que je peux vous laisser peut-être le mot de la fin avant de terminer cette conférence? Merci. Quelques mots pour terminer. Les témoignages ont été vraiment très riches et sur des sujets différents. Donc on voit que le sujet du réemploi, finalement, il s'applique à beaucoup de secteurs. Peut-être réaffirmer qu'il y a une vraie volonté de l'État et des ministères de développer
le sujet de la prévention dans le cas des filières REP. Et dans ce sujet de la prévention, il y a le sujet, bien sûr, du réemploi. Mais quand on parle de prévention, voilà, il y a le réemploi, mais il y a aussi la réparation, qui est vraiment un sujet qui est poussé et qui est très, très complémentaire, parce que, comme on l'a dit, tout part de l'éco-conception. Et un produit qui est plus facilement réparable. À la fois, les particuliers pourront le faire plus facilement réparer, mais c'est un produit aussi qui pourra être plus facilement réemployé, qui pourra être plus facilement recyclé. Peut-être dire que ce sujet, il est très intéressant. Je faisais un parallèle tout à l'heure avec la rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est un sujet un peu, c'est gagnant-gagnant. C'est un sujet, bien sûr, environnemental. Il y a des bénéfices environnementaux, il y a des bénéfices sociaux, il y a des bénéfices économiques. Il y a une question de pouvoir d'achat, il y a une question de maintien de l'emploi dans les territoires. Donc c'est un sujet multifacette et qui a vraiment des bénéfices très nombreux et donc qui est très important dans des projets de territoire. Et on voit tous les témoignages là mettent en avant le fait qu'il n'y a pas un acteur tout seul qui réussit à faire du réemploi. C'est dans un projet de territoire, il y a des acteurs qui travaillent ensemble. Je crois que les témoignages ont bien illustré aussi que chacun avait un savoir-faire. Certains ont des compétences techniques, d'autres vont peut-être avoir des compétences logistiques, d'autres vont peut-être avoir des compétences de vente. Peut-être certains ont toutes ces compétences-là à la fois, mais c'est assez rare. Et on voit que tout ça, dans un projet de territoire, finalement, les acteurs doivent travailler ensemble. On est plutôt aujourd'hui sur un sujet où on a l'impression que les acteurs sont en compétition entre eux, parfois. Ça peut créer parfois des tensions. Or, on voit que j'ai dit tout à l'heure, si on veut avoir une ambition sur le sujet, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde, avec ses compétences propres. Et je pense qu'il faut que, voilà, dans les mois et les années qui viennent, le défi, il est que chacun réussisse à trouver sa place, finalement, dans le développement de ce modèle. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment la place pour que tout le monde trouve sa place. Ça répond à une demande des consommateurs. On l'a vu tout à l'heure dans les chiffres qu'on donnait. Et les consommateurs, ils sont un peu ambigus parce qu'ils veulent à la fois du neuf, mais ils veulent aussi du produit de seconde main. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il faut pouvoir répondre aux deux. Je l'ai redit tout à l'heure, sans faire n'importe quoi. Il ne faut pas que le prétexte du réemploi soit un prétexte à augmenter les rotations et à finalement augmenter les ventes. Normalement, le réemploi à la base, il est fait pour réduire la consommation de matières premières et pour venir se substituer à de l'achat de neuf. Et on voit que parfois, certains modèles économiques, on l'observe aujourd'hui sur les textiles, on n'est pas du tout dans une réduction des ventes de textiles, on est dans une surconsommation de textiles. Et là où on se disait qu'avant on pouvait acheter un produit neuf, maintenant on dit peut-être que maintenant je peux acheter 5 produits d'occasion, mais peut-être que j'achèterai quand même du neuf parce que je sais que derrière je vais pouvoir le revendre facilement. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à trouver le modèle qui soit un peu plus vertueux et que le réemploi, en tout cas, ne soit pas un prétexte à la surconsommation. Voilà. Les freins, on en a cité, donc on a parlé d'éco-conception, on a parlé de formation. Je rajouterais, il y a le sujet du maillage du territoire. Le consommateur a envie de faire de la seconde main, par contre il faut qu'il ait une offre sur le territoire, et donc s'il est obligé de faire 50 km pour aller acheter son produit de seconde main, ça ne marchera pas. Donc il y a une question de maillage du territoire qui est vraiment importante, et là encore une fois, je pense que tous les modèles économiques et tous les acteurs ont leur place pour pouvoir mailler le territoire. Il y a une question de traçabilité, donc là c'est un peu plus en tout cas de nous dans notre mission de supervision des REP, mais aussi pour les éco-organismes et pour n'importe quel acteur. Et à un moment donné, il faut mettre en place la traçabilité. Ça, c'est pas un sujet toujours très facile. Voilà, donc il y a beaucoup d'opportunités de développer cette activité. La loi AGEC, alors soit on peut dire elle a déjà 5 ans, ou on peut dire finalement elle a que 5 ans. Et quand il faut mettre des choses en place, tout ça se met petit à petit. Je crois que les collègues l'ont dit, des fois on aimerait que ça aille un peu plus vite, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a un écosystème à mettre en place suivant les produits. Tous les produits n'ont pas le même potentiel, tous les produits n'ont pas la même simplicité. Un carton, c'est peut-être effectivement plus simple. On voit qu'une éolienne, ça va sûrement être un peu plus compliqué que le remploi d'un carton. Donc voilà, les maturités ne sont pas les mêmes.
Voilà, tout ça est en train de se mettre en place petit à petit, mais il y a vraiment une volonté derrière d'accompagner ce sujet. Et bien sûr, l'ADEME prendra sa place aussi pour pouvoir jouer ce rôle et accompagner au mieux à la fois l'État et l'ensemble des parties prenantes qui se trouvent aussi dans les territoires. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un beau sujet, un sujet sans regret. Donc je pense qu'il faut vraiment y aller à fond, mais dans le bon réemploi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions peut-être à nous adresser? Alors si ce n'est pas le cas, en tout cas, on sera présent derrière sur le stand de FEDEREC. Donc n'hésitez pas à y passer et faire un tour. Je vous remercie.